Oui, pour moi, c'est un personnage qui représente un moment charnière de l'alpinisme entre 1950 et 1965, qui m'a beaucoup marqué, même qui m'a fasciné, tant par ses coups d'éclat, n'est-ce pas, un peu partout, tant dans les Alpes que en Himalaya, l'Annapurna, le Makalu, le Janu et bien d'autres sommets, ainsi que dans les Andes. J'ai appartenu et vécu cette époque en tant que directeur de l'École nationale de ski d'alpinisme à Chamonix, peu de temps après sa mort, et dont, après avoir lu tout jeune Les Conquérants de l'inutile, je me suis fait un devoir en tant qu'historien d'origine de 50 ans après sa mort, donc de refaire revivre ce personnage et de restituer son image pour les nouvelles générations. Lui qui a tant marqué de générations dans les années 60, 70, 80 jusqu'en 90. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre, en plus des Conquérants de l'inutile, alors? Alors, bien entendu, bien autre chose. En tant que directeur de l'École nationale de ski, en son temps, dans les années 70 et début des années 80, j'avais recueilli des témoignages de ses amis, de ses compagnons de cordée, professeurs à l'ENSA comme André Contamine et bien d'autres. Georges Brèche, là, qui passait il y a peu de temps, là, à l'instant, dans cette librairie. Bien entendu, j'ai connu Marianne Terré, que j'ai invitée régulièrement à toutes les grandes réceptions à l'ENSA, qui étaient nombreuses et que j'ai invitées aussi à titre privé. Et de surcroît, bon, j'ai eu droit à des témoignages récents de gens qui l'ont bien connu, soit qu'ils ont été certains comme Claude Jacou ou comme Jean-Louis Berneza, locataires, hein, soit à Chamonix, soit à Grenoble, des maisons qu'il possédait, mais locataires, mais devenus de vrais amis et de vrais confidents. Et puis, j'ai eu toute la correspondance échangée avec Tom de Buige, un Hollandais dont il est devenu un grand ami, presque frère, disait-il. Ils ont échangé une correspondance suivie de 1950 à 1965, jusqu'au moment de sa mort, et dans laquelle j'ai trouvé de nombreuses révélations qui ont fait que le livre dépasse largement et de loin le cadre classique de l'autobiographie de Lionel Terré. Et qu'est-ce qu'il laisse aujourd'hui aux générations futures des alpinistes? Eh ben, il laisse un héritage très, très conséquent, notamment sur l'importance de la cohésion dans une équipe, dans une expédition. Lionel Terré tenait à tout prix à ce que tous les membres d'une expédition atteignent le sommet, et qu'il n'était pas question donc de tenter un sommet si des membres étaient en difficulté ou pas en mesure d'arriver au sommet. Donc cohésion, solidarité, pugnacité, c'est-à-dire que la montagne, ça se mérite, il faut beaucoup d'engagement, mais en même temps, comme on l'a découvert dans les 650 pages des Conquérants de l'inutile, que la montagne, c'est aussi un engagement moral, un engagement éthique, et ce qui est parfois de nos jours un peu perdu de vue. Et donc il était temps de rappeler et que la montagne, ce n'est pas qu'une technique, ce n'est pas qu'un art, hein, dans lequel beaucoup de jeunes excellent d'ailleurs, mais aussi c'est presque une religion, c'est-à-dire que c'est un véritable sacerdoce, c'est une manière, comme il le disait lui-même, un ensemble de choses, disait-il, qui permettent d'appréhender la vie autrement, dans la manière dont, tout simplement, dont on se comporte en montagne, et en appréciant aussi, en même temps, le côté contemplatif et le côté humain de la solidarité d'une cordée, choses qui parfois, pas toujours, mais qui parfois sont perdues de vue. Il y a un événement qui vous a particulièrement marqué dans sa carrière?
Où il y en aurait beaucoup, oui, beaucoup trop. Bon, le plus connu, mais j'en développe bien d'autres événements, c'est Annapurna. Sans lui, comme le reconnaissait à plusieurs reprises dans ses livres, dans ses déclarations aux actualités cinématographiques, eh bien, Maurice Herzog a reconnu que, comme la Chenal bien sûr, mais que sans lui, eh ben, il n'aurait plus été de ce monde, qui lui doit la vie. Et cette tragédie incroyable là, de la descente aux enfers, si l'on peut dire, du sommet de l'Annapurna, alors que le Naltéré aurait pu accéder à son tour au sommet après eux, eh bien, a préféré aller rattraper Louis Lachenal qui était en déroute, perdu dans un passage scabreux, il aurait perdu la vie. Avec un seul crampon, sans piolet, sans rien, exténué, et de la même manière, en venant au secours aussi de Maurice Herzog, qui était tombé, avec d'autres d'ailleurs, dans une cavité assez profonde. Il l'a sorti de là quasiment de force, en le hissant de force, et puis il lui a donné le courage de continuer, puisque lui voulait rester au bord de la crevasse, en faisant valoir que non, que tout le monde continuerait à aller vers le camp de base, ou tenterait de retrouver le camp de base, mais que personne ne resterait sur le bord de la route, si je puis dire, dans cette descente, je le rappelle, devenue historique, mais descente aux enfers, qui a fait vibrer ensuite des millions effectivement de lecteurs. Et un petit mot sur la Chenal? Ah ben là-haut, la Chenal a été vraiment son très très grand ami. Plus qu'un ami, c'était un compagnon extraordinaire, à l'opposé d'ailleurs de Lionel Terré au niveau des caractères, du tempérament et de la manière de grimper aussi. Mais ils étaient d'une telle complémentarité que Lionel Terré était insatiable sur les qualités de ce garçon, qui l'a motivé notamment pour la conquête, la deuxième de l'Eiger, à la Walker aussi. C'était une cordée au sommet de son art, de 1945 à la tragédie effectivement de l'Annapurna, où il a perdu ses doigts et une bonne partie, et ses orteils et une bonne partie de ses pieds.